Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir sur le podcast Un cadeau mal emballé. Je suis Laura, sa créatrice. Ce podcast est né de mon expérience du burn-out en 2019 et d'une forte envie de partage pour que ceux qui passent par là ne se sentent plus aussi seuls. Aujourd'hui, le burn-out s'éloigne doucement de moi, mais pas le cadeau qu'il m'a fait. Cette conscience aiguë qu'il y a de la beauté en tout événement, que chaque épreuve a quelque chose à nous apprendre. Dans cette saison du podcast, vous entendrez les histoires de ces cadeaux mal emballés de la vie qu'ont un jour reçus mes invités. Ces partages, ils se veulent sans recette magique, ni simplification. Personne ne dit que ce n'était pas difficile ou qu'il revivrait bien volontiers ces épreuves. Simplement, c'est parfois en sachant ramasser des pépites d'apprentissage au sol en pleine tempête qu'on change le cours de son existence. À mon micro, ils racontent leurs histoires et surtout leurs chemins qui, je l'espère, vous inspireront à imaginer le vôtre. Bonne écoute. Anne Solange est une artiste dont l'univers poétique m'a totalement embarquée voilà déjà plusieurs années. Elle a traversé un difficile parcours vers la parentalité sur lequel elle a posé des mots qui m'ont bouleversée. Anne Solange a généreusement accepté de venir partager ces mots ici et elle est ainsi venue apporter un petit peu de lumière à ceux qui traversent ces mêmes épreuves et se sentent souvent très seuls. On aborde aujourd'hui un sujet sensible que mon invitée a su éclairer de sa délicatesse. Un grand merci Anne Solange. Bonjour Anne Solange, je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour Laura, alors merci de me recevoir. Qu'est-ce que tu veux savoir de moi ? Parce qu'il y a tellement de manières de se présenter. Du coup, je sais pas trop qu'est-ce que tu veux savoir, à part que je m'appelle Anne Solange, que j'ai 42 ans, que je suis en train de déménager à Lorient après avoir vécu 20 ans dans la région parisienne et que je suis très heureuse dans la vie, globalement, en ce moment. Voilà. C'est une très belle présentation. Je t'ai invitée sur le podcast pour parler d'un sujet particulier qui me tient très à cœur. En fait, comme tu le sais, j'ai fait une saison du podcast dédiée à une épreuve qui a marqué ma vie en 2019, qui est le burn-out. Et aujourd'hui, j'ai la chance que cette épreuve s'éloigne petit à petit de moi et j'ai eu envie en fait d'inviter d'autres personnes sur d'autres sujets, d'autres moments où la vie peut tous nous malmener. Parce que depuis que je travaille sur ce projet, je suis vraiment convaincue de deux choses. Du pouvoir de la vulnérabilité, de à quel point en fait quand on ose dire que quelque chose ne va pas, en fait on autorise un peu tous les autres à dire que eux aussi ils ont des choses qui vont pas. Et je crois aussi beaucoup au pouvoir des histoires et au partage qu'on en fait. Et voilà, et je t'ai invitée pour partager sur un sujet. Alors je sais pas quel est le nom que tu lui donnes. Moi j'ai entendu beaucoup de mots qui m'ont blessée à ce sujet. Je dirais peut-être infertilité. Voilà, c'est un sujet que j'ai à peine effleuré du doigt pendant 18 mois, mais qui a fait beaucoup de dégâts dans ma vie et qui m'a fait beaucoup de mal. Et je te remercie d'accepter qu'on discute de ça. Est-ce que toi, c'est ce mot-là que tu mets dessus ? Je sais pas. Je sais pas. Je crois pas avoir de mots précis là-dessus. Si je résume, c'est juste, je résume ça comme un parcours pour avoir un enfant et qui a pas marché. J'ai pas de mots. Enfin, je peux pas résumer ça en un mot parce que en fait, c'est pas une épreuve, c'est une suite ininterrompue d'épreuves pendant une très longue période. C'est plus ça en fait. C'est donc il y a pas de, c'est pas, infertilité, c'est une chose, mais en fait il y a plein de manières d'avoir un enfant autrement que par sa propre fertilité aujourd'hui. Donc c'est plus un parcours vers la parentalité, une tentative longue et pénible qui s'est soldée par de multiples échecs répétés et qui s'est soldée par une décision finale d'arrêter tout ça et de choisir de vivre autrement et d'accepter pleinement de vivre autrement. C'est ça, mais tu vois, c'est difficile de dire un mot parce qu'en fait ça a recouvert vraiment beaucoup de choses. Le fait d'avoir décidé d'interrompre une grossesse à 4 mois, du coup, c'est plus vraiment de la fertilité, c'était quand même une grossesse
donc c'était totalement de la fertilité, même accompagnée et aidée, mais voilà, qui s'est soldée par une épreuve. Bon, et pas qu'une épreuve, hein. Il y a eu des choses merveilleuses là-dedans, mais bon, il y a eu dedans aussi une grosse épreuve. Ouais, ce qui m'a beaucoup, je te suis depuis longtemps, et j'avais été extrêmement touchée sur les mots que tu as mis sur ce moment-là. Et de manière générale, en fait, je sais à quel point ces parcours, et notamment les parcours en PMA, c'est une succession de batailles qu'on mène. Ce que j'ai trouvé incroyable chez toi, c'est cette capacité aujourd'hui à verbaliser le fait que vous avez décidé d'être heureux autrement. Et tu me l'as dit dans ta présentation, aujourd'hui, tu te sens pleinement heureuse. Et c'est de ça dont j'ai envie qu'on parle aujourd'hui. Si on remonte un peu en arrière, est-ce que tu peux me dire si toi, tu t'étais toujours imaginé avoir des enfants? Enfin, comment était un peu ta vie quand tu l'imaginais plus jeune, peut-être? Alors ça, c'est assez marrant parce que, en fait, rétrospectivement, je me rends compte que j'étais quand même pas une enfant. J'étais quand même assez proche d'une enfant qui a plus envie de peindre et de bricoler. Je jouais pas, par exemple, je jouais à la mariée et je jouais à l'artiste, mais je jouais pas tellement au papa et à la maman. C'était pas trop mon truc d'avoir des bébés et de jouer à être leur maman. J'étais plus le genre de personne à jouer à des poupées en leur faisant créer des maisons et bricoler leurs propres meubles et tout, ce qui est assez marrant parce que finalement c'est la vie dans laquelle je suis assez aujourd'hui en fait, donc ça a un aspect rigolo. Maintenant, clairement, je pense que je m'imaginais pas sans enfant, mais en même temps, je crois qu'une des choses qui est vraiment importante qu'on perçoit pas forcément quand on décide de mettre en route le projet d'avoir un enfant, c'est que en fait, souvent, on s'est pas tant que ça questionné sur la question. Ça veut dire c'est questionné sur la question. Pardon. On s'est pas interrogé autant sur la question de la parentalité. Ça veut dire que moi, j'étais comme tout le monde. Ça veut dire que dans ma vie, j'imaginais qu'il allait avoir des enfants, notamment parce que c'est comme ça que est construit le modèle par défaut du foyer français, du foyer européen ou occidental. Donc, moi, je voyais des enfants. J'étais heureuse à l'idée qu'il y ait un jour des enfants dans ma vie. J'étais pas pressée. J'avais une vie très épanouissante, donc on n'était pas pressé avec mon mari d'interrompre une vie qui nous convenait pour en créer une nouvelle, incluant des enfants. Mais pour autant, on était très enthousiaste à l'idée d'avoir des enfants. Et quand je suis tombée enceinte, vraiment, c'était merveilleux et ça a juste fait, c'était juste fabuleux. On était juste heureux et impatients et tout ça. Maintenant, je dois dire que je pense aussi que je fais partie de ces gens qui avaient aussi une vie occupée par beaucoup d'autres choses très importantes et que d'avoir des enfants, ça incluait de renoncer à des projets et des choses qui étaient importantes pour moi. Mais c'est aujourd'hui que je le verbalise. À l'époque, c'était juste, quand on aura des enfants, on aménagera nos vies de manière à ce que on puisse faire de la place à notre parentalité. Ce sera une grande aventure magnifique. Et puis voilà, on remettait pas ça vraiment en question. En fait, j'ai l'impression que quand on a des enfants sans difficulté, en vrai, on était comme moi j'étais. Ça veut dire, oui, on veut des enfants, puis on se questionne pas pendant 5 ans sur est-ce qu'on veut ou pas, quoi. C'est juste, oui, on a envie, puis on pense que c'est ça la vie, et puis c'est super, et puis voilà, quoi. Ça va pas plus loin. C'est après qu'on commence à se poser des questions sur la parentalité quand on n'y arrive pas. Mais au début, on est comme tout le monde, quoi. Et justement, tu te souviens comment il a été ce début finalement de parcours vers la parentalité? Un jour, vous vous êtes dit, allez, c'est le bon moment. Tu t'étais dans quel état d'esprit à ce moment-là? En fait, avec mon mari, on se connaît depuis qu'on est très jeune. Ça fait 23 ans, je crois qu'on est ensemble. Et on s'est mariés jeunes aussi. J'avais 25 ans quand on s'est mariés. Et au bout de 10 ans de mariage, on a eu une petite crise, une bonne crise, qui a fait qu'on s'est séparés pendant 1 an. Et quand on s'est retrouvés, au bout de ces 1 an, immédiatement, ça a été tout de suite le projet. Donc on s'est pas du tout, ça a été tout de suite le projet enthousiaste de cette fois c'est parti, on fonde vraiment notre foyer et donc voilà, on était juste enthousiastes et contents. C'était franchement, je pense vraiment que j'avais beau avoir 35 ans. Et donc déjà entrer dans la tranche où on commence à sentir que ça peut être un peu plus long d'avoir des enfants en tout cas. Pour moi, en plus ma mère m'avait tellement répété qu'elle était archi fertile que pour elle était tombée enceinte quasiment en clignant des yeux
du coup, vraiment, je ne mets, enfin, en fait, vraiment, dès l'instant qu'on a décidé qu'on allait avoir un enfant, moi, j'étais déjà prête à faire la chambre du bébé, quoi. Tellement, pour moi, il n'y avait pas de doute sur le fait que non seulement j'allais être enceinte, mais en plus, j'allais être enceinte en un battement de cils. Bon, ça n'a pas été le cas. Ouais, c'est vrai que je trouve que moi j'étais un peu comme toi, je pensais vraiment que ça n'allait pas mettre longtemps aussi, je pense, parce qu'on nous dit depuis très longtemps attention, il suffit d'une fois pour tomber enceinte quand on n'a pas envie. Absolument. Et moi j'ai vécu vraiment je pense toute ma vingtaine dans la terreur que ça m'arrive. Bon, ça m'est jamais arrivé, mais je me disais vraiment attention quoi, ça peut aller très très vite. Et du coup, le jour où on décide que c'est le bon moment et où ça va pas du tout très très vite, c'est assez surprenant finalement. Ouais, et puis tu as employé un mot qui est quand même très très fort tout de suite et qui est très juste. Ça veut dire qu'on nous apprend pendant toute une partie de notre vie, c'est la terreur de tomber enceinte, comme si c'était vraiment la chose qui était la plus certaine de gâcher notre existence et d'être le pire truc au monde. Et on claque des doigts parce qu'on a rencontré quelqu'un ou qu'on s'est marié ou que ci ou que ça. Et là, tout à coup, toute la société vous tombe dessus. Et c'est le truc le plus merveilleux qui peut vous arriver, et d'ailleurs qui doit vous arriver, parce que si ça vous arrive pas, c'est vraiment que vous êtes une personne bizarre et qu'il y a un truc qui cloche chez vous. Donc en fait, on passe d'une attente sociale qui est vraiment le pire truc qui vous arrive, c'est d'être enceinte, et du jour au lendemain, le truc le plus urgent et le plus important dans votre vie, c'est d'être enceinte. Et je pense quand même que ça nous aide pas, nous les femmes, à créer ce projet d'une manière sereine et réfléchie. Ouais, t'as bien raison. Et est-ce que tu peux revenir un peu du coup sur les années qui ont suivi qu'est-ce qui s'est passé dans votre parcours du coup? Écoute, c'était un long parcours. On a commencé en 2014, le parcours de PMA. Donc voilà, ça a pris. On a commencé en 2014. On a mis un petit peu de temps à aller voir un médecin, comme je pense beaucoup de gens. On a mis trop de temps. Et ensuite, comme le médecin a rien trouvé de particulier chez nous, à part que oui, j'avais 35 ans, mais bon, il n'y avait pas péril en la demeure. Donc il nous a on a fait une année de stimulation en surveillant simplement mon ovulation et donc c'était déjà un peu médicalisé, mais c'était quand même il y avait pas on n'allait pas à l'hôpital, c'était juste des prises de sang pour vérifier quand est-ce que j'ovulais, et j'avais un traitement qui stimulait un petit peu mon système, et voilà, ça a pas marché. Ensuite on a fait des inséminations artificielles. Ensuite on est passé à la PMA, à la FIV, qui est là qui implique des protocoles plus lourds et plus longs. Et on en a fait 4. Et au bout de la 4e, je suis tombée enceinte. La 4e, en principe, c'est la dernière. La sécurité sociale, en tout cas, rembourse 4 FIV. Et la 4e, c'était la dernière. Donc, je suis tombée enceinte. Donc ça a pris 4 ans. Enceinte, ça a commencé ça en 2014. Et quand je suis tombée enceinte, on était en 2018, en juillet 2018. Et au moment de faire l'échographie du premier trimestre, alors que les signes étaient super, mon médecin avait fait une échographie précoce et tout allait bien. Il m'avait même dit alors vous inquiétez pas, vous ferez pas de fausse couche, il est super bien accroché. Enfin bref, c'était comme que des super signaux. L'échographie du premier mois a révélé tardivement, parce qu'il y a on l'a fait pas l'échographie du premier mois, pardon, du premier trimestre. On l'a fait tardivement, notamment parce que j'étais pas du tout inquiète. En fait, il m'avait dit que je ferais pas de fausse couche. Pour moi, le seul truc qui risquait de m'arriver, c'était une fausse couche. Puis je considérais que statistiquement, au niveau merde, j'avais déjà eu vraiment mon compte et que c'était bon quoi. Si je passais le risque de fausse couche, qui était quand même objectif, parce que à 39 ans, quand on est enceinte, le risque de fausse couche est quand même accru. Ça c'est il y a pas de discussion vraiment là-dessus. Mais donc une fois qu'on avait passé ce truc-là, pour moi il y avait vraiment plus aucune raison de se faire du souci, donc j'étais pas du tout soucieuse et c'est vraiment cool. Et en fait, l'échographie a révélé un hygroma cervical qui est je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros ça peut révéler beaucoup de choses, mais pour nous ça a révélé une trisomie 18 du fœtus. Et donc ça signifie qu'il n'était pas viable pour une vie. Je crois que généralement ce sont des grossesses, avant qu'il y ait des échographies qui étaient capables de distinguer ça, c'était des grossesses qui s'arrêtaient genre au bout de 8 mois, spontanément. Donc des choses très traumatiques, où parfois le bébé survivait une semaine ou deux hors du ventre de la maman, mais c'est pas des êtres qui ont une longue vie en dehors du ventre de leur maman, quoi.
Donc nous, on a décidé de mettre fin à la grossesse. Donc du coup, bah, voilà, on a arrêté la grossesse à 4 mois. Et puis je suis retombée enceinte 4 mois plus tard. Et là, j'ai fait une fausse couche. Et ensuite, on a refait des examens. Donc ça, c'était en 2019, la fausse couche, je pense. Oui, c'est ça, début 2019. On a refait des tas d'examens. On a refait des inséminations parce qu'en fait, quand on fait comme moi j'ai fait une interruption médicale de grossesse conseillée par le corps médical, ça remet les compteurs à zéro en termes de PMA. Et donc, on avait de nouveau droit à 4 essais. D'accord. Donc on a refait encore une insémination ou 2 parce que je sais plus pourquoi. Ça je sais qu'on a fait ça, il y avait je crois notre médecin qui a dû avoir lui-même un problème de santé, du coup, il y a eu des complications, enfin, il y a eu des concours de circonstances qui n'ont pas aidé. Ensuite, on a refait en novembre-décembre une FIV une tentative de stimulation et là ça n'a pas du tout marché, c'est-à-dire que j'avais plus d'ovocytes. Et donc à ce moment-là, ça a été une sorte de signal. En tout cas, moi, je l'ai compris comme c'est fini. Je pense que je suis arrivée vraiment au bout de ce truc-là. Et ça a été, je pense, les 4 jours, pas, j'allais dire pire de ma vie, mais non, parce que dans tout ce que je viens de te raconter, il y a eu une suite très très longue de pires jours de ma vie. Mais en même temps, bon, on les a traversés et puis il y a eu aussi des très belles choses et des belles rencontres et l'occasion de plein de choses magnifiques quand même dans tout ça. Et donc voilà, au terme de cette stimulation qui a vraiment rien donné, qui a même pas donné lieu à une ponction, de toute façon il y avait rien à ponctionner, donc voilà. Et là, ça a été vraiment le moment où pour moi, j'ai eu ce truc je suis passée vraiment, j'ai l'impression après 4 ou 5 jours de larmes et de ténèbres complets à c'est fini. Enfin, c'est fini. Pas c'est fini les tentatives d'avoir un bébé forcément, mais c'est fini de souffrir de ça. C'est fini de penser que ma vie aura pas de valeur, en tout cas n'aura pas la même valeur ou sa pleine valeur s'il n'y a pas d'enfant. C'est fini de croire que c'est nécessaire au bonheur et c'est nécessaire à notre épanouissement et c'est nécessaire et que sous prétexte que c'est quelque chose de normal et naturel quand on est un être humain d'avoir des enfants et de procréer et que moi j'y arrive pas et que mon mari n'y arrive pas, que on est moins bien ou qu'il y a quelque chose qui va pas chez nous. C'est fini de croire tout ça. J'aurai une vie aussi passionnante, aussi remplie et aussi belle, quoi qu'il arrive, qu'il y ait un enfant ou qu'il n'y en ait pas. À partir de maintenant, c'est fini d'être en souffrance de ça. Mais je sais pas comment c'est arrivé. Tout ce que je peux dire, c'est que à ce moment-là, c'est arrivé. Ouais, ce qui est incroyable, parce que quand tu racontes, dans tout ce que tu racontes, et c'est toutes ces années, j'imagine qu'il y a eu d'autres, déjà des moments peut-être où tu avais envie de baisser les bras. C'est quelque chose aussi qu'on nous dit beaucoup, qui rend dingue, je trouve, qui est non mais arrête d'y penser, pense-y moins pendant une période, fais autre chose et ça va venir tout seul, qui est, je trouve, quelque part un sous-entendu de c'est toi qui fais pas bien, puisque si tu étais plus détendu, ça marcherait. Parce que ça me rendait dingue et j'imagine que tu l'as entendu aussi. Et là, en fait, ce que tu racontes, c'est qu'un jour, c'est toi-même qui as décidé que voilà, tu allais aller de l'avant. Et ce qui est super, surtout, c'est que tu as réussi, parce que je pense que tu t'avais dû te le dire avant et ça n'avait pas forcément marché, non? Bah c'est ça. En fait, c'est ça. C'est vraiment ça le truc, c'est que effectivement, alors, moi j'imagine que bien sûr, dans un monde idéal où on serait complètement habile avec nos émotions, à les gérer, à les comprendre, bah oui, évidemment, on ferait ce parcours en se disant là là là, c'est formidable, si ça marche, c'est formidable, si ça marche pas, c'est formidable, dans tous les cas, c'est génial, la vie est merveilleuse, elle m'offre plein de choses. Mais en fait, je connais personne qui ait fait ce parcours de cette façon, donc je demande pas mieux que de l'entendre et de rencontrer quelqu'un qui ait cette parfaite maîtrise de ses émotions. Mais c'est sûr que moi, j'ai passé des années à essayer de lâcher prise, quoi, et à penser que je lâchais prise, et à me dire que je lâchais prise, à faire des méditations de lâcher prise, et à aller voir des acupuncteurs pour lâcher prise, et des psychologues, et un psychiatre, et j'ai fait, je pense, vraiment tout ce qu'on peut faire. Et sauf que, en réalité, je pense que tout ça, d'une certaine manière, loin de m'aider à lâcher prise, en fait, je pense vraiment que
je faisais partie de ces femmes, et je pense la plupart d'entre nous, qui se sentaient responsables de la situation. Parce qu'effectivement, il y avait cette histoire de lâcher prise, mais plein d'autres signaux. Ça veut dire que je pense vraiment qu'on est éduqué à penser aussi que si on veut vraiment quelque chose, on va l'avoir. Et que du coup, ça dépend que de nous. Et du coup, moi, bien sûr, je pense que je dis moi parce que c'est moi qui ai fait tous les traitements, hein, mais mon mari, il était là aussi. Je veux vraiment pas croire que j'étais toute seule dans cette aventure, parce que il a été vraiment présent. Mais c'est sûr que les séances chez le psy, les ponctions, les milliers d'échographies de toutes sortes, les examens, les prises de sang, les piqûres, tout mon budget, parce que pendant 4 ans, je pense que vraiment tous mes sous sont passés dans tout ce qui peut nous servir d'aide à avoir un enfant de toutes sortes, l'acupuncture, l'hypnothérapie, enfin vraiment j'ai essayé plein de choses, et je pense que tout ça venait de ce que je me disais, c'est ta responsabilité de réussir à tomber enceinte, parce que quand on veut, on peut. Et du coup, je pense quand même que ça m'a aussi un peu démolie au fil des années, parce que ça m'a vraiment épuisée. Je pense que quand je suis arrivée à ce stade de c'est fini, j'étais aussi à ce stade de j'ai épuisé toutes mes ressources. Ça veut dire j'étais vraiment comme tu sais quand tu vois une graine qui a germé, et il y a plus rien dans la graine parce que tout est parti dans la plante. Et moi je me sentais comme il y a plus rien dans la graine, quoi. C'est pas arrivé comme une sorte d'épiphanie magnifique. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné où je me suis sentie vraiment comme démolie. Ça veut dire j'avais plus d'énergie. J'avais le sentiment que on m'avait, j'avais tout donné, tout, et qu'il y avait plus rien. Et du coup, c'est quand même pas, je peux quand même pas dire que ce parcours-là, je pense que je suis pas seulement moi responsable de cette situation et de ce que j'ai ressenti pendant toutes ces années, de croire que c'était ma responsabilité d'y arriver. Je n'ai pas de réponse vraiment, mais je pense que c'est un système qui nous conduit aussi beaucoup à penser ça, qui vient de plein de choses différentes. Et du coup, je pense qu'il y a eu ce truc de j'ai vraiment tout essayé, j'ai donné tout ce que je pouvais, j'essayais de tout, en fait, j'essayais de lâcher prise, mais en même temps il fallait quand même avoir de l'espoir, il fallait quand même s'impliquer, et je pense que c'est un jeu d'équilibriste qui est impossible, quoi. On peut pas à la fois mettre tout son cœur dans un projet, parce que franchement, vu qu'il y a plus que ce projet dans votre vie, en fait, il faut s'impliquer, parce que sinon, il y a aucune chance que ça marche. Enfin, on croit qu'il y a aucune chance que ça marche, alors qu'en fait, on sait pas. Mais on peut pas, en tout cas, voilà, à la fois s'impliquer 100% dans un projet, et à la fois en être complètement genre là, si ça marche pas, on fera autre chose. Ou en tout cas, moi, je n'ai jamais trouvé la recette. Peut-être que c'est possible, mais moi, je n'ai pas su faire ça. Je pense que personne n'a encore trouvé. Oui, moi non plus, je ne connais personne. Et je connais personne dans mon entourage. J'ai pas d'exemple. Et vraiment, s'il y a quelqu'un, que cette personne se présente pour raconter, parce que vraiment, ça vaut le coup. Non, mais je plaisante même pas, parce que peut-être qu'il y a moi, je peux complètement entendre que ma manière de vivre les choses, on aurait pu le vivre autrement, mais voilà. Et l'autre chose qui est fou, c'est que vraiment, il y a eu ce truc qui était très net. Genre, c'est une conversion qui se fait quasiment instantanément de c'est fini. À partir de maintenant, c'est terminé. Et de fait, ça a été terminé, c'est-à-dire qu'on a quand même continué. On n'a pas désespéré. On est allé en Espagne. On a commencé à monter un dossier pour un don d'ovocytes, on est allé en Espagne, on a fait les examens, tout était prêt, et voilà. Donc on n'a vraiment pas renoncé à notre projet, on a juste, et même notre médecin nous a conseillé effectivement d'arrêter les FIV en disant que là en effet ça marchait quand même plus. Et puis le confinement, on avait notre dossier prêt, on était en recherche d'une donneuse, tout était bouclé, et le confinement est arrivé. Et puis là-dessus, nous on s'est sentis, en fait, je pense vraiment, mon mari et moi, très soulagés de plus avoir ce projet en suspens dans notre vie. Parce que l'air de rien, avoir un projet comme ça nous a, en tout cas nous, on s'est empêchés de formuler tout autre projet pendant cette période-là, parce que par exemple un projet de déménagement, ça impliquait de changer de médecin, de changer d'hôpital, de retrouver une équipe médicale, et on voulait vraiment mettre toutes les chances de notre côté. Donc en fait, tout ce qui pouvait nuire à ce projet était écarté. Donc finalement, tout était écarté.
Ça veut dire, par exemple, un projet de nouveau travail qui aurait impliqué de s'impliquer justement à 100% dans autre chose, bah ça aussi c'était écarté. Donc pendant des années, on a vraiment tout centré notre vie autour de ça. Et donc centrer sa vie pendant 4 ans autour d'un projet qui est une suite ininterrompue de choses qui marchent pas, c'est quand même difficile. Ça demande pas mal de ressources, mais du coup, quand ce confinement est arrivé, pour nous, ça a été une sorte de, puisque en fait tous les projets de PMA étaient arrêtés en fait, hein, les hôpitaux étaient fermés, enfin tout a été arrêté pour tout le monde en Europe, donc en Espagne aussi. Et pour nous, ça a été un vrai soulagement en fait. Ça a été une fenêtre de, enfin, on peut penser à autre chose quoi. On est sûr que pendant 3 mois, on n'est plus à soumettre tout à ce projet. Et ça nous a vraiment fait beaucoup de bien, je dois dire. Et en fait, ça nous a aussi permis de prendre du recul un petit peu et de se questionner sur qu'est-ce que ça impliquait vraiment pour nous, le don d'ovocytes, qu'est-ce que ça représentait. Et j'ai pas trop envie de rentrer dans le détail du pourquoi finalement on a décidé de pas le faire. Pour finir, on a décidé quand le confinement s'est arrêté, on s'est dit ok, le don d'ovocytes, c'est une super opportunité. Et vraiment, si vous êtes en parcours de PMA et que c'est difficile, c'est peut-être pas une mauvaise idée d'examiner cette option sans trop tarder, parce que c'est certainement une option intéressante pour certains couples. Mais nous, on a décidé que on ne la choisirait pas. Par ailleurs, on avait aussi un dossier d'adoption qui était lancé, et celui-là aussi, on l'a arrêté parce que c'était pour nous repartir encore pour des années potentielles de montagnes russes et de choses difficiles à traverser, et qu'on n'avait plus d'énergie pour ça, tout simplement. Voilà, on avait consacré des années entières de notre vie à cette quête d'enfant. L'air de rien, le confinement l'année dernière, mon mari venait d'avoir 45 ans, moi 41, donc c'était encore peut-être des années. Donc voilà, pour nous, pour plein de raisons, ça faisait plus de sens, donc on a décidé d'arrêter. Et vraiment, ça a été une décision qui a permis de fermer la porte à des années difficiles, et je peux mesurer vraiment chaque jour aujourd'hui à quel point ça a ramené le soleil dans notre vie, d'accepter vraiment que c'était terminé pour nous et qu'on allait vivre autrement, et que voilà. C'est très beau ce que tu partages, et ce que je trouve très touchant, c'est ton emploi du nous, parce que je sais à quel point ces parcours ils peuvent aussi faire du mal au couple. Il y a des couples qui se séparent aussi dans ces épreuves-là, et c'est pas surprenant parce que moi j'ai eu l'impression, quand j'imaginais que peut-être ma vie, je sais pas, que c'était pas mon destin d'avoir un enfant peut-être, j'avais envie de tout casser en fait, et de casser ma vie, de tout lâcher, et je me disais mais qu'est-ce qui va se passer si c'est pas possible. Et ce que je trouve incroyable, c'est que tu dis pas, tu dis nous. Et comment vous avez fait pour être au diapason sur cette décision et sur ces ressentis? Ce que je peux juste dire, c'est que voilà, nous on se connaît depuis très très longtemps avec David, que on a connu une période de séparation, comme je te le disais au début, et du coup, bah, peut-être qu'on a résolu pas mal de choses pendant cette période-là, et puis que oui, on a eu la chance de plutôt se rapprocher dans cette épreuve que de s'éloigner. Et mais vraiment, j'ai pas de réponse. Je suis désolée. Je peux juste dire que je me sens chanceuse et vraiment très chanceuse qu'on ait été l'un et l'autre au diapason, et que on se soit voilà, qu'on ait vraiment traversé cette épreuve ensemble, et en étant accordés sur nos besoins et sur nos souhaits et sur comment on voyait les choses, et qu'il n'y ait pas eu de moment je sais pas, où l'un aurait dit non, c'est bon, moi j'arrête, et l'autre aurait dit mais non, moi je veux surtout pas qu'on arrête. Enfin, il y aurait pu avoir plein de choses, et ben franchement c'est pas arrivé. Donc Tout à l'heure tu as dit qu'il y avait eu des belles choses dans ce parcours. J'imagine que voilà, votre lien, ça en était une. Est-ce que qu'il y en a d'autres auxquels tu penses? Et ben en fait, hier j'ai été interviewée pour un autre podcast sur le sujet, et d'ailleurs je l'annonce officiellement, c'est la dernière fois que je parle de ça où que ce soit. Et du coup, cette personne, la personne qui m'interviewait, avait aussi traversé une épreuve très semblable à la mienne, donc on en a parlé, voilà. Et ce qui est venu dans cette discussion, c'est que des choses auxquelles j'avais pas forcément pensé, mais par exemple,
au moment où on a perdu notre bébé, il y a eu les femmes, des amis de ma maman, donc des femmes d'une autre génération que la mienne, qui m'ont vraiment, à ce moment-là, qui m'ont appelé, qui m'ont raconté leur propre histoire, et il y a eu vraiment des choses très très touchantes. Enfin, j'ai vraiment senti une intimité, une force, en fait. J'ai vraiment ressenti quand on a mis fin à la grossesse et que du coup on a perdu notre bébé. En fait, on avait annoncé à tout le monde qu'on attendait un enfant. Donc on avait vraiment vécu, on a vraiment eu la joie de vivre ce moment merveilleux de tout le monde qui a partagé la joie immense qu'on a ressentie pendant cette grossesse. Et du coup aussi quand c'est arrivé les mauvaises nouvelles, notre entourage proche, je parle de nos parents, de certains de mes oncles et tantes qui étaient vraiment présents, eux aussi ont ressenti notre chagrin. Enfin, ils ont partagé chaque instant de notre difficulté. Donc c'est vraiment, on a été très 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 entourés, mon mari et moi, mais vraiment très entourés à un point inimaginable. Et on a rencontré à ce moment-là aussi le personnel qui s'est occupé de nous a été vraiment des gens qui répètent sans cesse que c'est leur métier, qui font ça parce que c'est leur métier, mais en fait nous ils nous ont permis de pas sombrer. Donc c'est des gens avec qui auxquels je pense tout le temps avec beaucoup d'émotion, parce qu'en fait vraiment on a rencontré, on parle tout le temps des brutalités en ce moment qu'on peut subir en milieu hospitalier, et bien sûr il y en a, mais nous notre expérience à ce moment-là, elle a été tout le contraire de ça. C'est vraiment tout le contraire dans tous les aspects. Tout le monde a été doux, attentionné, chaque parole prononcée a été prononcée avec le plus grand soin. Enfin vraiment, on a été tellement entourés que vraiment, moi, je pense que à ce moment-là, quand on a perdu le bébé, être à la maternité et entendre les bébés naître autour de nous et nous perdre notre enfant après autant d'années de PMA, c'était vraiment une grosse épreuve, et je pense que ça aurait vraiment pu nous faire sombrer, vraiment. Et en fait, ça nous a pas fait sombrer. On s'est sentis portés, entourés, aimés, aidés. Et du coup, c'est évidemment des choses qui sont aussi apportées je sais pas, à mettre dans l'escarcelle de cette aventure qui a des aspects très douloureux, mais qui a aussi révélé son quota de beauté, quoi. Parce que vraiment, on a vécu des moments d'une grande intensité et qui contenaient aussi leur part de beauté, donc leur part d'amour, surtout de beauté, c'est peut-être pas le bon mot, mais leur part d'amour vraiment authentique, et là où on rencontre des humains et où on se rencontre soi-même dans la partie la plus, je sais pas, la plus absolue de notre essence, quoi. Donc voilà, ça c'est quand même, je pense que ça fait partie des choses de l'expérience humaine les plus belles à vivre, d'être au contact de son essence et de l'essence d'autres personnes. Donc voilà, c'est arrivé dans ces moments-là. Merci pour ce partage. Ça m'évoque de la lumière. Est-ce que moi aussi, quand tu me racontes cette histoire, je ressens pour toi de la colère, vraiment un sentiment d'injustice vis-à-vis de ce que vous avez traversé. Donc, je sais pas si c'est des émotions que tu as eues, et si oui, dans quoi tu les as investies pour un peu les libérer finalement. En fait, ça dépend de quelle période on parle, parce que quand on a traversé toute cette période-là, sincèrement, je les ai investis dans rien de spécial. J'étais juste habitée par du chagrin et de la colère et de la frustration et de tout ce que je pouvais, et j'étais juste en mode survie un peu à cette époque-là. Ça veut dire qu'il y avait pas vraiment de place pour des choses. Toutes les choses agréables de ma vie étaient au service de compenser et de comment dire ça, d'absorber toutes ces difficultés-là. Donc par exemple, j'ai pris beaucoup de poids à cette époque-là, mais c'est évident que la nourriture, on dit la nourriture, c'est manger ses émotions comme si c'était un problème. Mais moi, en fait, ça m'a sauvé la vie, quoi. D'avoir des pizzas le soir à manger et des bonnes frites et des bons trucs. Non, mais vraiment, tu vois, c'est-à-dire que littéralement, le moment de la journée où c'était le dîner, c'était le meilleur moment de la journée pour moi, quoi. C'était le moment où il y avait quelque chose qui était accessible, agréable, hyper rapidement, et franchement, ma vie en dépendait à ce moment-là. Enfin, c'était le sentiment que j'avais, en tout cas. Donc c'est comme ça que j'ai vécu les choses. Donc c'est pas très beau à raconter, mais j'ai vécu ça comme ça. C'est-à-dire que tous les moments agréables que je prenais, comme aller marcher dans le parc, en fait, c'était juste
là pour absorber toute la frustration et la tristesse et la colère, enfin toutes les émotions négatives nombreuses que je ressentais à ce moment-là. Et puis aussi vraiment, je pense de la déprime aussi. Hein. C'était difficile de lutter contre tout simplement de l'abattement. Enfin, et donc il y avait tout ça. Et puis par contre, au moment où je suis passée de l'autre côté, du côté de c'est fini, je veux plus souffrir à cause de ça. En fait, là, je te raconte cette histoire et donc bien sûr, ça fait ressurgir de la tristesse au moment où je te parle, de la colère, de la frustration. Mais la vérité, c'est que c'est fini. Je n'y pense plus. Évidemment, je vais pouvoir. Par exemple, quand tu me dis de l'injustice, moi, je ressens plus une once d'injustice parce que j'ai pas d'enfant aujourd'hui. Voilà, je ressens plus ça. Je ressens juste que je suis Anne Solange, que j'ai la vie que j'ai, que franchement, elle me rend hyper heureuse, ma vie. Elle est pleine, elle est belle, elle est remplie de personnes que j'aime, elle est remplie d'activités que j'aime, qui me nourrissent, qui nourrissent mon cœur, mon âme. Je suis chanceuse parce que je suis en vie, parce que je vois des petits oiseaux, parce que je fais des expériences de vie passionnantes avec des gens, que je suis exposée aussi à des difficultés, à des défis. Je suis vraiment vivante. Et en fait, maintenant, c'est vraiment fini. Je ressens plus d'injustice. C'est sûr qu'il peut m'arriver, je sais pas, tu vois, dans des moments où je me dis, je vois des enfants. Oui, ça me rappelle que c'est une expérience de vie que moi j'aurais pas et qui est quand même une des grandes expériences humaines. Mais ok, j'aurais pas cette vie-là, mais il y a plein d'autres choses aussi que j'aurais pas en tant qu'être humain contemporain du 21e siècle en Occident. Il y a plein d'autres expériences très vastes et qui peuvent être perçues comme très essentielles par beaucoup de gens et que je vivrai pas et je peux essayer il y a aussi celles que je vais vivre et celles que je vis maintenant et qui sont vraiment que je suis hyper heureuse de vivre, quoi. Par exemple, comme on en a un peu parlé, je vis avec un compagnon avec lequel on s'entend bien et on a vraiment une belle vie tous les deux et juste ça, c'est à honorer en fait. Et je pense que c'est ça la grosse différence, c'est que j'ai retrouvé le chemin de honorer et célébrer ce qui était dans la vie sans considérer ce qui n'y était pas. Mais j'ai pas de réponse à. Enfin, je veux surtout pas qu'il y ait la moindre ambiguïté sur le fait que je perçois ça plutôt comme une grâce qui m'a été accordée de pouvoir ressentir que c'était fini la souffrance et que j'allais passer à autre chose, que comme quelque chose que j'ai fait consciemment avec l'aide de ma volonté ou avec l'aide d'outils ou avec l'aide de pensées ou de croyances. C'est arrivé et je remercie chaque jour le ciel pour ça parce que vraiment ma vie est transformée depuis que j'ai arrêté de souffrir de ça. Mais j'ai aucune méthode à transmettre et j'aimerais bien parce que j'ai l'impression que les problèmes de toute l'humanité seraient résolus si on savait comment faire, mais pas plus que n'importe qui, je ne sais comment je suis passée d'un état à l'autre. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est arrivé. Ouais, je suis totalement en lien avec ce que tu partages. Comme tu le sais, j'ai la chance d'être enceinte. Oui. Et je ne supporte pas pour autant qu'on me dise ah mais c'est quand t'as arrêté d'y penser, mais c'est quand t'as. En fait, on a fait une pause dans notre début de parcours PMA. Après quelques mois, on a fait une pause parce que j'avais l'impression d'avoir besoin de recharger les batteries avant de commencer les FIV. Et c'était pas du tout une pause décidée en toute conscience c'était une pause subie. En fait, je me disais juste j'ai pas d'énergie, j'ai pas de force, j'y crois pas. Du coup, si j'y crois pas, ça va pas marcher. Et j'ai fait une pause en pleine tristesse et désarroi. Et je suis tombée enceinte à ce moment-là, mais je crois absolument pas que j'ai déployé du coup des trésors de lâcher prise. C'était un moment super triste et c'est arrivé. Et je sais pas comment c'est arrivé, mais je refuse de croire que c'est parce que j'ai fait quelque chose, parce que de la même façon, j'ai pas à être célébrée parce que c'est arrivé, parce que si ça n'était pas arrivé, j'aimerais être célébrée tout autant, être félicitée, être encouragée. Et je trouve que c'est pas forcément beaucoup ce qu'on reçoit. Et c'est vrai que c'est chouette de partager cette nouvelle et de recevoir des félicitations, mais je trouve qu'on mérite aussi des félicitations quand ça marche pas et qu'on essaie de toutes ses forces. Ouais, et puis il y a ce truc vraiment, je crois, de cesser de croire qu'on est responsable des choses. Moi, une chose qui m'a aidée vraiment, moi j'ai vu un psychiatre pendant beaucoup, pendant 2 ans en fait. Sur les 4 ans, il y a eu même,
Oui, c'est ça. Entre début 2018, un peu avant que je tombe enceinte, et jusqu'à plus ou moins ce qu'on décide d'arrêter. J'ai vu un psy qui était psychiatre, mais qui était surtout psychanalyste. On a fait un début de psychanalyse dans son cabinet. Enfin, j'ai fait un début de psychanalyse. Et en fait, plusieurs fois, et je lui en remercie maintenant, et je pense qu'à l'époque, j'avais vraiment pas senti à quel point le message qu'il souhaitait me faire passer était fort. C'est que vraiment, plein de fois, il arrêtait pas de me dire, mais oui, vous le voulez, ce bébé. Parce que moi, vraiment, je pense que tous ces échecs répétés dans un monde où on nous dit tout le temps que on va réussir les choses si on les veut, en fait, on croit vraiment que c'est parce qu'on fait pas les choses comme il faut, en fait. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je trouve terrible parce que même encore maintenant, il y a des parties de moi qui sont obligées de me re-raconter à quel point j'étais heureuse quand j'étais enceinte et que ça veut bien dire que j'avais vraiment envie de ce bébé. Que c'est pas moi qui, je sais pas, par un espèce de malicieux tour de la vie et créé l'hygroma cervical du bébé et que, enfin, il y a vraiment ce truc, je pense qu'on charrie une valise de culpabilité qui est vraiment colossale et vraiment, je me souviens que mon médecin, en fait, il arrêtait pas de me dire mais oui, vous le voulez, ce bébé, c'est sûr que vous le voulez. Et puis il me le répétait sur tous les tons de la gamme en me donnant des exemples de personnes qu'il rencontrait dans son cabinet où il me disait que effectivement, il y avait des cas où il pouvait vraiment sentir, enfin, il percevait vraiment que la personne, elle cherchait tous les moyens possibles pour échapper à quelque chose qu'au fond d'elle-même, elle voulait pas, mais qu'elle jugeait inacceptable de pas vouloir. Et voilà. Et lui, il arrêtait pas de me dire, non, mais alors vous, c'est vraiment pas votre cas. Donc, arrêtez de vous inquiéter de ça, quoi. Et je pense vraiment que la croyance tellement forte que si j'en avais voulu, ça allait marcher. Et ben, je pense que vraiment, ça a beaucoup contribué à rendre cette épreuve extrêmement difficile. Ouais, je suis d'accord qu'effectivement, on a plusieurs croyances. Celle-ci déjà, effectivement, de croire que c'est parce qu'on le veut pas vraiment ou qu'on le veut pas pour des bonnes raisons. Oui. Que ça ne marche pas, parce que c'est une des seules expériences de vie où ta bonne volonté et tes efforts ne sont peut-être jamais payants. Exactement. En fait, tu n'as aucune prise là-dessus. Et l'autre chose que tu as dit tout à l'heure, c'est que finalement, devenir parent, c'est une expérience de vie, et notre imaginaire collectif la place au centre de la vie des humains, mais en réalité, c'est une expérience de vie comme plein d'autres, et effectivement on fait le deuil inconscient de toutes ces choses qu'on vivra pas, mais celle-ci elle est tellement placée au centre que moi je m'interrogeais quand même sur la part de moi qui voulait vraiment cet enfant et la part du poids de la société que je me trimballais qui disait t'as 33 ans, il te faut un enfant, quoi. Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors après, quand même, j'ai une nuance sur le fait que c'est quand même pas une expérience parmi d'autres. Je pense que c'est quand même une des expériences fondatrices de la vie humaine, de transmettre la vie et donc pour moi, il y a quand même un truc vraiment très très central et très c'est pas une expérience parmi d'autres, tu vois, c'est quand même pour moi c'est quand même vraiment une des, enfin c'est comme pour moi dans les grandes expériences de la vie humaine, t'as naître, donner la vie, mourir et vivre, évidemment, juste le fait d'être en vie et de traverser la vie. Et quand même, ça fait partie de ces 4 choses-là. Et il y en a, sur les 4, il y en a 3 que tu vis de toute façon. Tu vas forcément d'un point à un autre. Et la 4e, souvent quand même, dans un parcours de vie, ça en fait partie. Et c'est juste, ce que je trouve important surtout, c'est de pas... pour moi aujourd'hui, c'est de pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. C'est de pas me dire puisque ça arrivera pas dans ma vie, je vais tout bazarder, je vais tout casser et puis du coup ce sera le chaos et puis il y a rien et c'est ça. Maintenant, évidemment que ça reste une des grandes expériences de la vie. Et puis il y a aussi autre chose qui est que je crois qu'il y a un vrai danger à croire que le bonheur passe par des choses. C'est-à-dire que et qu'on le croit tous, hein, et moi-même, dans plein d'aspects, je le crois énormément. C'est-à-dire que si on me dit demain matin que mon mari va prendre son petit baluchon et partir, moi j'ai juste envie de tout casser et de pas du tout être dans une vie où il n'y a pas mon mari avec moi. Donc on croit beaucoup que le bonheur dépend de tas de choses qui sont extérieures à nous et qui sont des choses qu'on souhaite, des choses qu'on a déjà et qu'on veut garder. Enfin, il y a tout ça et du coup, on est très enfermé dans ça. Ça veut dire que pendant longtemps, j'avais vraiment le sentiment que si
il y avait pas d'enfant dans ma vie, ce serait pas possible d'être heureux. Ce serait pas possible d'avoir une belle vie. Ce serait juste pas possible. Et on fait ça à plein de niveaux, en fait. On fait ça, voilà, pas juste pour la parentalité. Et il y a évidemment un grand danger à croire ça, et j'ai l'impression qu'une partie de l'expérience humaine, c'est qu'on le croit de toute façon, même si on sait que ça va nous causer des problèmes, et que en réalité, la vie de parent, elle est porteuse, comme toutes les autres expériences, de toutes choses. Ça veut dire qu'elle est porteuse du meilleur, elle peut aussi être porteuse du pire, et franchement, ce que je vois autour de moi et les difficultés que rencontrent des parents de tous âges me montrent bien que être parent, c'est pas un choix de bonheur, c'est pas, on fait pas enfin, je veux dire, on se dit pas, je vais être parent pour être heureux, c'est complètement, enfin, si c'est ça qu'on fait, on est sûr d'être déçu, quoi. On se dit, je vais être parent parce que c'est une expérience que j'ai envie de vivre, et voilà, c'est juste qu'elle est porteuse d'une palette d'émotions et d'expériences qui évidemment n'est pas que une palette d'émotions et d'expériences agréables et gratifiantes, et que bah finalement bah ma vie aussi c'est peut-être, je dirais peut-être que quand on n'a pas d'enfant à partir d'un certain niveau, peut-être que c'est plus à moi de créer moi-même intentionnellement des défis de vie qui rendent la vie vivante, et voilà, et c'est peut-être plus à ce niveau-là que ça se joue. Mais quoi qu'il arrive, la parentalité, c'est pas une condition pour être heureux, et c'est certainement pas créateur de l'assurance d'être heureux dans sa vie, quoi. Ça, c'est sûr. C'est vrai. Est-ce que ça, j'entends une sorte d'enseignement que peut-être tu avais déjà eu avant. Est-ce que de manière générale, tu dirais que ces années difficiles, elles t'ont appris des choses ou elles t'ont fait voir certaines choses autrement? Je pense, bah déjà, moi, ce que ça a beaucoup fait chez moi, c'est que j'étais, je pense, assez adepte de la pensée magique, un peu à plein de niveaux. J'étais assez adepte de, je sais pas, la méthode Coué, du destin, des trucs qui nous arrivent quand on les veut. J'étais assez adepte de plein de choses. Je pense même que j'étais un peu superstitieuse, que je croyais dans les tableaux de visualisation, que j'avais tout ça, et que c'était vraiment des croyances et des choses auxquelles j'adhérais très fort. Et j'y adhère plus du tout, parce que je pense vraiment que je suis allée au bout de cette notion de crois et le ciel t'aidera. J'y crois plus du tout, mais je me sens pas vide ou avoir quelque chose en moins de plus croire à ça. Je me sens beaucoup plus, j'allais dire maître, mais de moi, mais c'est vraiment pas du tout ça, parce que je crois vraiment qu'on est maître de que dalle. Mais j'ai l'impression que je suis plus prête à être dans la tempête et à accepter que bah la vie c'est fluctuant, c'est mouvant, que ça dépend pas de moi, que ça dépend de tas de choses mystérieuses auxquelles on n'a pas toujours de réponse, ou même la plupart du temps on n'en a pas, et que je crois que je suis plus prête à vivre dans le mystère de la vie qu'avant. Voilà, c'est ça, je dirais, que j'ai peut-être gagné à travers toutes ces expériences, c'est que je me sens beaucoup plus prête à me laisser un peu porter par la vie, pas en me disant que si je me laisse porter, tout ce que je veux va m'arriver, mais plutôt que si je me laisse porter, et ben je suis dans le sens de la vie, et que bah voilà. Mais bon, c'est un peu théorique, parce que en vrai, bien sûr, on est traversé par des tas d'émotions qui vont et viennent, et qui et de micros expériences qui nous font réagir, et voilà. Donc, mais je pense que c'est ça. Je suis contente de m'être débarrassée de la pensée magique et de mes superstitions. Ouais, donc c'est déjà un très grand pas en avant par rapport à la pensée qu'on peut avoir un peu au début de sa vie, que on maîtrise tout et que si on fait très très bien, alors on sera récompensé, quoi. Exactement. Et surtout, je pense que avant, j'aurais peut-être dit, bah alors si c'est ça et que on fait tout bien et qu'en plus on n'est pas récompensé, bon bah franchement, ça vaut vraiment pas le coup, ces histoires, c'est vraiment nul. Et maintenant, je me dis plus ça. Je me dis, ok, on fait les choses, on n'est pas forcément récompensé, mais par contre, par contre, ça reste la vie. Et je me sens peut-être plus être en capacité de faire appel à des ressources propres, en fait. Tu vois, à mes ressources à moi, intrinsèques. Voilà, mais je sais pas trop. En fait, franchement, je sais pas trop. Je peux juste dire que en ce moment, la vie est belle, et que je la savoure vraiment pleinement, et que je me croyais pas du tout capable de ça il y a quelques années. Ouais, c'est chouette. Ma dernière question, c'était, est-ce qu'il y a un contenu, un livre ou un film ou une pratique qui t'a particulièrement aidé sur ton chemin ces dernières années?
Je crois que je suis quand même vraiment une artiste dans l'âme, et pas que dans l'âme, parce que j'ai écrit des tas de livres et je vis quand même de mon travail de créative, de créatrice depuis des années. Mais je crois que, je sais pas si l'aquarelle botanique qui est apparue dans ma vie en 2018 m'a aidée à traverser ça. En revanche, ce qui est certain, c'est que c'est ce qui remplit mon espace d'amour dans lequel j'ai envie de créer et faire grandir quelque chose. Et ça, je pense que c'est comme un lieu où je peux vraiment déverser tout. En fait, j'ai décidé en 2020 de changer toute ma vie professionnelle. J'ai décidé de me consacrer à l'aquarelle botanique en enseignant et aussi moi-même en peignant et en progressant. Et j'espère dans les années à venir en vendant mon travail d'illustratrice, et pas que d'illustratrice, mais même en exposant peut-être, enfin voilà, en vraiment développant ça dans ma vie. Et je pense que c'est que toute la belle partie, la belle énergie de moi que j'investissais dans l'idée d'être parent, effectivement, elle est déversée aujourd'hui au service de ce projet. Elle est là dans ce projet comme un grand vase, plein de choses magnifiques, et aussi plein d'expériences difficiles, parce que c'est vraiment loin d'être une voie facile que de se lancer dans quelque chose à 42 ans quand tout est tout sauf certain. C'est plutôt une grosse incertitude et des difficultés, parce que c'est une discipline qui est quand même vraiment pas facile et qui demande beaucoup de défis, de la discipline, enfin voilà, plein de choses. Et j'ai l'impression que ça a été le lieu dans lequel je me suis dit, je vais investir ça. En tout cas, je trouve ça magnifique ce que tu fais, et je partagerai dans le lien de l'épisode le lien vers ton travail, parce que vraiment moi je suis très peu minutieuse et je ne pense pas être extrêmement douée pour l'aquarelle, mais tu vois, tu as réussi à éveiller ma curiosité sur le sujet, à me faire acheter du matériel, à me donner envie de m'y mettre. Ah, c'est trop cool. Donc ça fait super plaisir, merci. C'est super chouette. Merci beaucoup pour ta confiance et pour ce moment passé ensemble. Merci à toi. J'espère que j'ai pas été trop déprimante avec mes trucs j'ai aucune réponse à rien dans la vie, mais écoute, je sais pas ce que les gens penseront, mais personnellement, j'ai un sourire jusqu'aux oreilles, donc ça doit être bon signe. Bon, alors c'est super. Trop bien, c'est trop cool. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Et si ça vous plaît, le meilleur moyen de le faire découvrir à d'autres est de me laisser un avis 5 étoiles. À très vite!